Et pendant ce temps-là, à Toulouse, décidément ville incontournable, Lionel Jospin a effectué sa première sortie de candidat, l'occasion également de dédicacer son livre sorti en librairie ce matin. Sur place, Alexandre Carra, Alain Locaccio. Une séance de dédicace, voilà un exercice auquel ni le Premier ministre ni le candidat ne nous avaient jusqu'alors habitués. Pour cette première, il y avait foule, des lecteurs impatients mais surtout des électeurs militants. Les écrits restent et les paroles s'envolent. Chirac, il a promis, moi je suis d'accord, s'il me diminue les impôts, on dit toujours c'est bien, mais c'est pas vrai, ça se fera jamais. J'ai un ami qui est très jospiniste et je voudrais lui faire ce cadeau, voilà. Et vous-même, vous êtes converti? Pas du tout, du tout. Peut-être après le livre, mais pas du tout autrement, voilà. En tête de gondole, le livre interview du candidat Premier ministre lui permet de jongler entre promo et campagne. Et parmi les inconditionnels, il y a aussi ceux qui veulent faire entendre leur voix, comme les blessés de l'usine AZF. Très gentiment, de bien vouloir lire ce courrier, il est très important pour tous les blessés, et de prendre les dispositions qu'il faut pour que nous, à partir du 21 mars, nous ne tombons pas dans l'oubli. L'occasion enfin de répondre au président sur le thème « Pas de polémique ». Il faut que Jacques Chirac se souvienne qu'il a mené des campagnes. Il faut qu'il accepte que ce soit une campagne démocratique où on échange, où on se dit des choses. À défaut d'être en tête des ventes, le candidat Jospin espère surtout que son livre lui permettra d'être en tête des sondages. En tout cas, un joli coup médiatique pour occuper encore un peu plus si possible le terrain de la campagne. Eux n'ont pas pris le temps de répondre au candidat Jospin. Réaction politique plutôt vive à droite à l'ouvrage du Premier ministre. Réaction recueillie par Laurence Ostolazza et Gaël Chauvin. Vous avez lu le fameux livre? Ah, c'est chiant. Mais ça, avec Jospin, on a l'habitude. C'est toujours comme ça. Jacques Chirac envoie ses deuxièmes lignes dans la mêlée. Quatuor de Cadras qui exprime consternation et indignation dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre. Pour eux, ce livre est un coup bas. Nous sommes aujourd'hui arrivés dans une génération politique où on en a assez de dire tous les coups sont permis. Les seuls coups autorisés, c'est ceux qui portent sur le débat d'idées. Fiche de lecture, version libérale. Il nous parle de cette longue cohabitation difficile avec Jacques Chirac. J'avoue que j'ai sauté les pages, mais j'attendais surtout, comme candidat, Lionel Jospin sur son projet d'avenir. Et là, c'est la panne. Quant au biographe d'Henri IV, il se livre à une petite exégèse historique. Nos concurrents on appelait ça en grec des logomachies. La logomachie, c'était les injures que s'envoyaient les guerriers grecs et troyens pour se donner du cœur au ventre. Enfin, à l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen ironise sur la faiblesse du projet du candidat Jospin. J'ai trouvé que c'était un essai assez laborieux pour nous expliquer comment il allait faire demain ce qu'il n'a pas su ou qu'il n'a pas pu ou voulu faire hier. Best-seller dans les librairies, c'est à voir. Livre de chevet de la droite, certainement pas. Charles Pasqua, malgré ses très faibles scores dans les sondages, moins de 2%, poursuit sa campagne. Il était dans le Nord, à Aumont, hier soir, et ce matin, au Salon de l'Agriculture. Ni les affaires, ni les faibles intentions de vote des citoyens ne semblent l'affecter. Laurent Hakim, Jean-Yves Blanc. À l'entrée du village, l'affiche a été collée un peu grossièrement sur un panneau bancal. Le candidat est arrivé en voiture de Bruxelles. Pas de dépenses somptuaires, donc la campagne Pasqua s'annonce aussi modeste que les intentions de vote des électeurs en sa faveur. 1,5% selon les derniers sondages. Et ça n'a pas tellement l'air de l'inquiéter. Ça n'a aucune importance. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je commence ma campagne. Les autres sont en campagne depuis le mois de septembre. D'ailleurs, souvent, ils ont dû remettre leur bus au garage à plusieurs reprises. Le public lui aussi est modeste, à peine 300 personnes dans une salle qui peut en accueillir plus du double. 300 personnes en tout cas qui se souviendront de la vision de l'Europe du candidat Pasqua. Oui, je suis contre l'Europe actuelle, contre l'organisation bureaucratique, administrative et technocratique, contre un système qui veut uniformiser le mode de vie des Européens, qui veut nous empêcher de manger des fromages au lait cru, mais on les emmerde ici, ils ne veulent pas en manger, on s'en fout complètement. Le folklore se poursuit le lendemain au Salon de l'Agriculture, l'indispensable contact avec les animaux, et puis un passage singulier devant chez Bernadette. Enfin, quelques emplettes sur un stand qui propose des roupettes de coq, et bien sûr l'incontournable audience chez José Bové, histoire de s'en faire un copain.
François Bayrou, champion des invitations surprises, le voilà qui débarque dans la visite de Charles Pasqua. Excusez-moi, la visite c'était la mienne, j'étais là avant lui. Après Bayrou, voilà Michou du Bleu dans la campagne qui s'engage à redonner ses couleurs à la France. Mais sur ce créneau, Jean-Pierre Chevènement tient toujours la corde et le folklore ne suffira peut-être pas à Charles Pasqua pour rattraper son retard. Hamid Karzai achevait aujourd'hui sa visite en France. Il était à l'UNESCO après avoir été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, qui parle d'un engagement durable de la France. En revanche, le chef du gouvernement provisoire afghan n'aura pas réussi à convaincre de la nécessité d'étendre les unités de la force internationale en dehors de Kaboul. Plusieurs Mirage français sont arrivés dans l'une des anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale. Il s'agit de la Kirghizie qui a autorisé les Américains et les Français à utiliser ses bases aériennes d'où ont décollé les avions de chasse français pour une mission au-dessus de l'Afghanistan. Dorothée Lyrique, Jean-Paul Chausset. Dans moins de 2 heures, le pilote de chasse français volera au-dessus de la terre afghane. La mission, au départ du Kyrgyzstan, est une première. Avec des frappes potentielles, notre mission va consister à se mettre aux ordres du commandement qui dévolue aux Américains dans le terme de la coalition pour les aider à maintenir la paix en Afghanistan. Aujourd'hui, les Mirage 2000D ne sont équipés que de missiles d'autoprotection, mais pour les prochains vols, les avions de chasse français seront armés de bombes à guider laser. Le général américain qui commande la coalition internationale assiste au premier décollage. La coopération franco-américaine est en apparence au beau fixe pour la chasse aux terroristes. Notre mission a été définie par notre chef d'état-major, général Frank. Il s'agit d'éliminer les dernières poches de résistance des talibans et les réseaux d'Al-Qaïda en Afghanistan. En clair, une mission de guerre, mais avant toute chose, les avions de chasse doivent repérer les cibles potentielles. Un navigateur de Mirage 2000 a pris notre caméra pour ce premier vol vers l'Afghanistan. La mission de reconnaissance s'est déroulée sans incident, pas même quand les chasseurs ont ravitaillé à l'approche de Kaboul. Lors du débriefing, les pilotes étudieront les films du survol. Reste à l'état-major de donner ou non l'ordre de bombarder. Dans quelques semaines, 3000 hommes et une quarantaine d'avions de combat américains seront positionnés sur cette base. En plus des frappes contre d'éventuelles poches de résistance des réseaux d'Al-Qaïda, les Mirages français ont une autre mission. Ils peuvent à tout moment intervenir pour la protection de la force internationale d'assistance et de sécurité déployée pour l'heure uniquement dans la région de Kaboul. Aux États-Unis, la presse américaine dévoile l'existence depuis le 11 mars dernier d'un cabinet fantôme. Dans la crainte d'une attaque nucléaire, George Bush a décidé d'instaurer et de placer au secret un gouvernement capable d'assurer la relève dans des domaines vitaux. Pascal Golomer, Tristan Lebras. Le Pentagone est en flammes, les blessés sont évacués. Nous sommes le 11 septembre, quelques minutes après que les terroristes ont atteint leur cible. Et dans les rues de Washington, c'est la panique. Tout le monde redoute alors une nouvelle attaque, pourquoi pas sur la Maison-Blanche. Le président Bush est à ce moment en Floride, c'est là qu'il fait sa première déclaration. Le vice-président Cheney, lui, est emmené en lieu sûr. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'une centaine de hauts fonctionnaires de l'administration américaine ont dû alors rejoindre par hélicoptère 2 bunkers souterrains situés sur la côte est du pays et assurer une sorte de gouvernement fantôme 24 heures sur 24. Un plan imaginé dans les années 50 par le président Eisenhower. À l'époque, il s'agissait en pleine guerre froide de prévenir toute attaque nucléaire soviétique. Mais en septembre dernier, c'est la crainte d'une arme nucléaire portable lancée par le groupe terroriste Al-Qaïda qui aurait amené le président Bush à activer ce plan pour la première fois dans l'histoire du pays. Nous prenons très au sérieux la question de la continuité du gouvernement, parce que notre pays a été attaqué. Et je prends encore très au sérieux la menace que représente le groupe terroriste Al-Qaïda. Les fonctionnaires continueront donc de se relayer tous les 90 jours dans ce lieu tenu secret, tant que la menace persistera. À Madagascar, ce sont désormais 2 gouvernements qui s'affrontent, situation inédite avec la création d'un cabinet emmené par Marc Ravalomanana qui cherche à faire démissionner le président accusé d'avoir volé la victoire en décembre dernier. Climat d'extrême tension avec l'instauration de la loi martiale. Sur place, nos envoyés spéciaux Éric Meunier, Bruno Giraudoux. C'est sa première apparition depuis bien longtemps. Didier Ratsirac, le président sortant, devait hier s'adresser à la nation.
Seulement voilà, les émetteurs de la radio et télévision nationale sont aux mains des partisans de son adversaire, Marc Ravalomanan. Ne restait que la presse internationale pour enregistrer son message solennel. La loi martiale décrétée ici dans la ville de Tananarive. Parce que contrairement à ce qu'on veut bien faire à croire, le calme règne dans le reste du pays, même dans la province de Tananarive. Il n'y a que dans la capitale où règne cette chienlit. Comme si de rien n'était, ce matin, Marc Ravalomanan, qui s'est autoproclamé chef de l'État la semaine dernière, présentait son gouvernement. L'occasion pour son nouveau Premier ministre d'évoquer les mesures d'exception annoncées la veille. Pour nous, la loi martiale n'existe pas. En ce qui concerne l'armée, l'armée fait partie de la grande famille malgache. Elle a déclaré à plusieurs reprises sa neutralité. Nous lui faisons confiance. Loi martiale ou pas, les militants pro-Ravalomanan continuaient à faire la loi sur les barrages aujourd'hui, sous l'œil blasé des militaires, à peine plus nombreux que ces derniers jours. Tous les ordres ne viennent que de Marc Ravalomanan, notre président. Alors, s'il n'a pas dit qu'il y a un couvre-feu, il n'y en a pas, ok? La majorité des gens que nous avons rencontrés se disaient persuadés que l'armée n'utiliserait pas la force pour faire respecter cette loi martiale. De son côté, le nouveau gouverneur militaire, nommé par Didier Ratsirac, déclarait vouloir privilégier la négociation. Et voilà que l'euro a pris la place définitive de la monnaie italienne. Aujourd'hui, c'est le Vatican qui a rejoint les autres membres de l'Union européenne avec cet euro papal, frappé donc à l'effigie de Jean-Paul II sur une des deux faces. Une page médecine qui suscite un certain débat dans la communauté internationale. À l'origine, un progrès du dépistage prénatal, puisqu'aux États-Unis, un bébé est né sans le gène qui l'aurait conduit à développer la maladie d'Alzheimer. Mais sa mère sera, elle, malade dans quelques années. Alors, est-ce une avancée utile? Toute la question est là. Jérôme Cheval. La technique utilisée est celle du diagnostic préimplantatoire. Tout commence au laboratoire par une fécondation in vitro. L'embryon créé va alors se diviser. 2, 4, puis 8 cellules. C'est à ce stade, au 3e jour, que l'on prélève des cellules embryonnaires. On examine alors le matériel génétique porté sur les chromosomes. Si un gène malade est découvert, ici en rouge, l'embryon est détruit. Si le chromosome est exempt de toute trace de maladie, l'œuf est alors réimplanté dans l'utérus de la mère. En France, cette technique sophistiquée a déjà permis la naissance de 15 bébés, mais aucun test de dépistage de cette forme héréditaire d'Alzheimer n'existe encore. Le papa du premier bébé né en France sous diagnostic préimplantatoire se réjouit donc de l'avancée américaine. C'est une équipe active et qui essaye vraiment de plus en plus de prendre en charge et de dire, grâce à l'assistance médicale à la procréation, grâce aux progrès réalisés en cytogénétique d'une part et en biologie moléculaire d'autre part, il faut que ces trois composants se réunissent et soient mis au service de la prise en charge de couple aujourd'hui, ce que j'appelle aujourd'hui moi vraiment la médecine 3e millénaire. Se pose tout de même le problème éthique. La mère de l'enfant a aujourd'hui 33 ans. Porteuse du gène responsable de la forme précoce de la maladie d'Alzheimer, elle ne sera plus en mesure d'ici quelques années ni de reconnaître ni de s'occuper de son enfant. L'équipe de Chicago avait d'ailleurs défrayé la chronique il y a 18 mois en mettant au monde le petit Adam, sélectionné génétiquement pour sauver sa sœur Molly. Ariane 5 renoue avec le succès. Le lancement hier soir de la fusée s'est fait sans encombre. Ariane 5 rétablit son avance sur ses concurrents. Elle a mis sur orbite le satellite Envisat, satellite d'observation européen de l'environnement. Et ce matin, le décollage de la navette spatiale américaine Columbia emporte 7 astronautes pour une mission de 11 jours destinée à la réparation du télescope Hubble, un lancement accompagné de mesures de sécurité extrêmes depuis les attentats de septembre. Il y avait les amoureux de la 2 chevaux. Sauront-ils se reconnaître dans la nouvelle Deux-Deux, présentation de la dernière Citroën baptisée la C3? Céline Crespi, Pierre Bonté, Joseph. La C3, nouveau modèle de Citroën, est souvent présentée comme la petite fille de la bonne vieille Deux-Deux. Alain Glatini, lui, en possède 3 et il apprécie leur intérieur parfois glamour. C'est pas folklorique, c'est ludique. C'est une façon de ne pas se prendre au sérieux et de prendre du plaisir derrière un volant. À y regarder de plus près, la ressemblance est lointaine. Si son toit est bombé, sa bouille vaguement arrondie, pour Alain, au volant, le charme est rompu. Moins de sensations, moins d'émotions, mais plus confortable.
je suis dans une C3, je pourrais me trouver dans une Peugeot, c'est le même groupe, mais bon, on voit plus la différence. À partir de mercredi prochain, la C3 sera l'une des attractions du Salon de Genève. Si tous les tests ont été positifs, le constructeur ne précise pas si elle a réussi le même examen de passage. On promettait alors aux conducteurs de la Dodoche de traverser un champ avec un panier d'œufs sans les casser. Les vacances de février se terminent. Depuis quelques saisons, la montagne n'est plus préservée des incidents, voire des violences provoquées par certains jeunes des banlieues difficiles qui ont décidé aussi de profiter des joies du ski. Mais cette image négative, d'autres jeunes issus des mêmes banlieues veulent la gommer. Ils ont travaillé auparavant sur un chantier pour se payer ses vacances. Loïc de la Mornay, Virginie Travers. Passer de bonnes vacances. Des fois en été on travaille pour gagner un peu d'argent. On part pas tous les jours au ski, nous. Et on fait ce travail-là pour y aller. Entre amis. Du blanc des pinceaux au blanc de la neige. C'est un travail dans un chantier de Cergy qui a fait glisser tout chousse ces jeunes vers les pistes. Un groupe de jeunes de banlieue, dit-on souvent par facilité. Ici, eux n'ont qu'un seul but, passer des vacances à la neige comme tout le monde. On vient ici, on fait du ski, ça nous prend du temps, au lieu de rester dans le quartier à faire n'importe quoi, faire des conneries, tout ça. Ouais, c'est mieux. En plus, on découvre des lieux qu'on n'a jamais vus. La banlieue a mauvaise réputation. Ce gîte a accepté de les accueillir sans a priori. Les jeunes participent à la cuisine ou à la vaisselle à tour de rôle. Mais la plupart du temps, il est difficile pour ces groupes de trouver un hébergement. Un groupe de jeunes, on dit qu'ils viennent de Cergy, c'est où Cergy, c'est en banlieue parisienne. On sent une hésitation, avant soit un oui ou soit un non, mais il y a toujours ce temps d'hésitation. Les gens ils voient tous pareil, c'est des jeunes ils foutent la merde, c'est parce qu'ils voient tout ça. C'est un peu à cause de la télé aussi, il faut le dire. Parce que la télé, elle fait passer certains messages et les gens, ils écoutent plus la télé que les gens. Ce séjour, les jeunes le doivent en partie à une association de guides de haute montagne. Des passionnés pour qui les cimes peuvent être un formidable révélateur pour les jeunes. Simplement parce que peut-être ils ne connaissent pas ce qu'il y a de très beau dans la vie. Et si un jour peut-être ils sont ici, ils vont avoir le flash. Il y en a 1 sur 10 qui va avoir le flash. Puis il a dit, moi maintenant dans ma vie j'ai envie d'être en montagne. Quelques heures de travail leur ont offert ces vacances. C'est donnant-donnant comme en montagne. Après la montée, la descente. Olivier de Kersauzon n'ira pas au bout de son rêve. L'amiral a dû faire demi-tour. Un problème de gouvernail l'empêche de poursuivre le trophée Jules Verne. Une drôle de coïncidence au moment où Bruno Perron, qui lui-même avait été contraint de rebrousser chemin, prend à nouveau la ligne de départ au large d'Ouessant. Manuel Tissier. Demi-tour toutes. Après 11 jours de mer, Olivier de Kersauzon renonce à battre son propre record autour du monde. Alors qu'il vient de passer l'équateur avec 2 jours d'avance sur son tableau de marche, le skipper de Geronimo interrompt sa course au large du Brésil. Retour en Bretagne, le gouvernail ne fonctionne plus. On est dans la même position de quelqu'un qui a une voiture de course et qui à un moment donné ne pourrait pas tourner le volant. C'est-à-dire que c'est excessivement dangereux, donc on risque de casser du matériel. Kersauzon veut réparer et repartir aussitôt, comme va le faire Bruno Perron, son concurrent. Le catamaran orange de l'aîné des frères Perron a retrouvé son mât. Son équipage va s'élancer demain matin à l'assaut du record, mais sans se réjouir des malheurs de l'amiral. On pense vraiment à eux parce qu'on est passé par là. Et c'est quelque chose qui est assez dur à vivre. Hein. Donc même si le duel n'était pas l'essentiel de cette aventure, parce que l'essentiel est la conquête du Jules Verne, on ne peut pas occulter le fait que d'être à 2 dans la même histoire, c'est plus joli. Orange était resté une demi-heure en course lors de sa précédente tentative il y a 2 semaines. Pour battre le record, il faudra faire mieux et boucler le tour du monde en moins de 72 jours. En rugby, demain après-midi en direct sur France 2, la France affrontera l'Angleterre dans le tournoi Destination. Les Bleus n'ont pas gagné depuis 1998. Ils comptent bien inverser la tendance. Julien Beaumont, Bernard Connor. Des séances à rallonge pour le 15 de France à Clairefontaine. Un entraînement musclé pour se hisser au niveau de l'Angleterre, une équipe que beaucoup considèrent comme l'une des meilleures au monde. Personne ne ménage ses efforts car demain, il faudra faire le poids. Encore une fois, il va y avoir un gros combat et beaucoup d'agressivité pendant 80 minutes. Et c'est vrai que ça va être le match, pour nous, le match de l'année. Des Anglais impressionnants depuis le début du tournoi. Face à l'Écosse, ils gagnent avec 26 points d'avance. Contre les Irlandais, ils s'imposent avec 34 points d'écart, de quoi s'extasier sur la méthode anglaise.
Ils ont mis en place des choses très structurées depuis 5 ans. Et donc ils ont eu des échecs au début, mais ils savaient où ils allaient, ils savaient ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, ils tirent la quintessence de leur politique sportive. Moi, je dis bravo, tout simplement. Rien à voir avec le discours de l'entraîneur un an plus tôt. Oh, les Anglais, c'est vrai que bon, on les aime pas trop. On dit souvent ils sont arrogants, mais ils lâchent rien. Et ils n'ont rien lâché. C'était le 7 avril dernier. La France est battue 48-19 avant de renaître face à l'Afrique du Sud. Ce souvenir est plus ou moins effacé par la tournée qui a suivi au mois de juin, où une autre équipe a été mise en place et il y a eu une sorte de cohésion que l'on a retrouvée entre nous. 2 matchs, 2 victoires. Voilà les statistiques de l'équipe de France dans ce tournoi des 6 nations. Sur le papier, la France est donc au même niveau que l'Angleterre, mais ce n'est que sur le papier. Léo de Hurlevent à l'Opéra Garnier, le très célèbre roman d'Emily Brandt transposé en ballet romantique par le danseur étoile et chorégraphe Kader Bellarbi. Reportage Michel Strulovici, Valérie Lucas et Sylvain Dauba. Tout débute comme dans un conte. C'est l'âge heureux de l'enfance, celui des serments pour la vie. Les 2 héros, Catherine et Heathcliff, s'épanouissent ensemble dans cette contrée de landes et de bruyères. Mais 2 univers s'affrontent. La campagne et ses bonheurs simples fait face à la ville policée et bourgeoise. Catherine, fascinée par le miroir aux alouettes, déserte et son milieu et Heathcliff. L'infidélité fait basculer le conte du côté du cauchemar et de la vengeance. C'est l'histoire d'un amour impossible à ce moment-là. Et possible dans une éternité. Donc c'est un truc qui est terrible, parce qu'on est dans une relation sensorielle, sensuelle, mais qui n'aura pas de chair. Voilà, qui se passera ailleurs. Dans cet ailleurs, Heathcliff, désormais seul, convoque les fantômes de celle qu'il a trahie. L'univers pour lui se décline en noir et blanc. Pour moi, la danse, c'est un peu la poésie de l'action humaine. Et je crois que là, il y a vraiment une poésie qui est celle tout à fait de la noirceur, de la passion. On a le bien, le mal, l'amour, la mort, la terre, le ciel, les bas, le haut. Grand ballet romantique, Hurlevent conjugue passion et éternité. Et c'est Michel Jonas qui célèbre pour nous ce soir le bicentenaire de la naissance de Victor Hugo avec un texte visionnaire, un message qui date de 1872, envoyé au Congrès de la paix à Lugano. Victor Hugo y annonce la future naissance des États-Unis d'Europe. Nous aurons ces grands États-Unis d'Europe qui couronneront le vieux monde comme les États-Unis d'Amérique couronnent le nouveau. Nous aurons l'esprit de conquête transfiguré en esprit de découverte. Nous aurons la généreuse fraternité des nations au lieu de la fraternité féroce des empereurs. Nous aurons la patrie sans la frontière, le budget sans le parasitisme, le commerce sans la douane, la circulation sans la barrière. Et qu'est-ce que c'est que toute cette liberté? C'est la paix. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo, Patrice Drevet, puis le point route, Yves Cara. 20h50, soirée polar avec la crime et groupe Flag. 0h35, le dernier journal, Jean-Claude Renaud. Demain à 7h, dans Théo Café, Catherine Sellac reçoit la déléguée générale de la Palestine en France, Leïla Chaïd. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Et on se quitte avec ces images de Marina Nissina et Gwendal Pesra, les 2 médaillés d'or olympiques de retour dans leur ville natale de Lyon. France 2 avec Société Générale, la GMF
France Télécom. Partenaires officiels du 15 de France. Alors qu'on a bien récupéré la balle sur le renvoi côté français, avec Benazi à la charge. Mier au sol, vite libéré, voilà. Galtier pour Robert Serron. Oh là, bon relâche, d'accord, extérieur. Bien joué, tout Man, ça. Il y a Sadorni. Oh, il y a essai pour Bernat Sall là quand même. Et voilà le gros chef de Bernat Sall à son tour. Voilà, Bernat Sall, comme Greenwood, un essai contre chaque nation rencontrée dans le tournoi 2001. C'est fait pour Bernat Sall, bravo. Bravo, c'est là l'avait fait en son temps. Et qui a décalé Bernat Sall? Magne qui est venu en position de troisième centre. C'est lui qui fait la différence sur sa venue et sa prise de balle. Et là, on va voir une équipe de France qui libère bien la balle. Avec prise à hauteur voilà, de Merceron et la sauteur. Magne qui arrive, qui donne à Sadorni 2 contre 1. Bolchot ne peut plus récupérer Bernat Sall. Le TGV français qui va dans l'embut avec une prise de ligne d'avantage lancée. On ne les arrêtera pas. Votre soirée sur France 2. La Crème, suivie de Groupe Flag, retrouvez les flics parisiens dans le feu de l'action. Ensuite, pour les secours d'urgence à New York, composez 2 fois le 911. Un petit voyage en eau trouble pour finir avec la vase d'Olivier Laurel. France 2. Une soirée de polar, New York 911 et histoire courte, ce soir sur France 2. La montagne? Vernières. Vernières. Le bonheur est dans ses bulles. Tous les ans, ça recommence. Elle répand un peu d'engrais algoflash, elle arrose et son gazon devient encore plus beau. Regardez, pas de mauvaises herbes, pas de mousse, rien que du gazon bien vert et très touffu. Quand j'y pense, j'ai les boules. Engrais, plus désherbant, plus anti-mousse algoflash et le gazon est 3 fois plus beau. Quand je n'ai pas le temps de me laver les cheveux, c'est très simple. J'utilise Wow, la nouvelle lavette microfibre de Spontex. Pas besoin de produits d'entretien. Grâce au super pouvoir de ces microfibres, elle capte et retient toutes les graisses. Oh, regardez comme mes cheveux sont souples et brillants. C'est moi la plus belle. Wow de Spontex dégraisse tout en un seul geste. Imagine all the people. Minute. On peaufine. Il manque ici un peu de noix de muscade et là une lichette de moutarde. T'es moins fort pour la bouffe que pour les bons placements, toi. D'ailleurs, à ce propos, on voulait un peu te cuisiner. T'as pas une petite idée pour épicer un patrimoine? Et sans saler la note des impôts. Non, pas une idée, une adresse. Celle de mon banquier. Côté cuisine, je sais pas s'il est bon, mais côté conseil financier, avec lui, je me régale. Alors? Eh bien alors, on vous amène au restaurant. Épargne patrimoine de la famille. Profitez de l'expertise du Crédit Agricole. Je m'appelle Xavier, j'ai 30 ans, je suis exploitant dans le transport routier, mais j'ai toujours une petite bille dans la tête qui trotte et c'est vrai que ça me démange. J'ai envie d'aller prendre ma pelle, mon arrosoir, mes truelles et d'aller faire un petit circuit pour pouvoir m'éclater. Dès la première fois que j'ai tapé dans la bille, je me suis dit ça c'est pour moi et depuis je ne m'arrête plus, je joue quasiment tous les jours. Un peu de sable, des billes, un peu d'imagination, de l'huile de coude. Et c'est parti. On est tous au même niveau, il n'y a pas de décalage. Le monde des adultes, il n'existe même pas. On se vide la tête, on passe un bon moment. Et là, on ressent un bien-être. Oui, on a coup. C'est un bonheur pour moi de regarder les autres essayer et d'avoir 10 ans, quoi. Et on redevient tous des enfants en jouant aux billes. C'était Talent de vie sur France 2. La vie, la vraie, au champ. Un tourbillon d'images et de lumière pour atteindre les étoiles avec Verdi. France 2 présente Opéra Céleste Verdi Requiem avec l'Orchestre National et le Chœur de Radio France sous la direction de Jean-Claude Casatsu au Stade de France le 22 juin. Et je suis sûr que t'aimes ça, Richard, parce qu'il y a de la sueur. C'est ça que j'ai vu.
trouvé très esthétique le numéro. Esthétique, comique, drôlatique, poétique, féerique, magique. C'est fini? Mirifique, magnifique. Ou bien, en un mot, fantastique. C'est le plus grand cabaret du monde, présenté par Patrick Sébastien, demain soir sur France 2. Dimanche 3 mars, c'est la fête des grands-mères. Bonsoir à tous. Le 1er mars, et ça repart avec pleine lune, là il y a 2 jours, changement de temps, du soleil sur le nord, du mauvais temps sur le sud. Allez, l'animation satellite. L'animation satellite nous montre qu'il y a quand même pas mal de passages nuageux, je le disais, plutôt sur les régions du sud. Mais il y a des nuages d'altitude, on le voit bien ici sur la pointe de Bretagne, jusqu'à l'île de France, sous ma main, et ça donne ça pour demain matin, au lever du jour. Rapprochez-vous un petit peu. Il y aura de belles éclaircies sur le Nord-Pas-de-Calais. Des nuages d'altitude, je le disais. Plus on descend vers le sud, plus il y aura de nuages. C'est le monde à l'envers avec des chutes de neige au-dessus de 900 mètres sur les Pyrénées, de 1100 mètres sur le Massif central et entre 1000 et 1500 mètres au-dessus, donc, sur les Alpes. Un petit peu de vent sur les côtes atlantiques. Et puis demain après-midi, ça va se dégager de plus en plus sur les régions du Nord, au nord de la Loire, au nord de la Seine. Il restera quand même pas mal de nuages sur le nord-est, et puis toujours des chutes de neige au-dessus de 800 mètres sur le Jura, de 800 à 1200 mètres sur les Alpes, et au-dessus de 700 mètres seulement sur les Pyrénées, avec un temps un petit peu bizarre sur le sud-ouest. C'est très ennuagé, il y a des orages, il y a des averses, il y a de belles éclaircies. Moi je vous propose, et ça c'est une nouveauté, de s'approcher un petit peu, et de voir que demain matin à Rocamadour, il n'y aura que 4 degrés du côté des grottes de Rocamadour, à Clan, à côté de Jonzac, 4 degrés aussi, 12 à Gourette, et puis 6 à Liémix, avec des orages sur les côtes, et l'après-midi, demain après-midi, sur les régions du sud-ouest de notre beau pays, il fera 12 à l'Arrault, il fera 10 à la Crouzette, 12 à Montauban, et puis 9 à Chalut, avec un petit accent circonflexe sur le A, avec un ciel très partagé entre orages, entre averses, entre belles apparitions du soleil et entre neige sur les Pyrénées. C'est pas beau ça? Alors les masses d'air maintenant. Alors les masses d'air, on voit qu'on est dans ce flux de sud-ouest et c'est toujours quand même relativement, je dis bien relativement doux sur les régions du sud. Au lever du jour, demain matin, on se tape quand même un petit -1 là-haut, tout là-haut, du côté de l'île. Mais le maximum, il est de +10 à Marseille. Et puis demain après-midi, des températures, donc on peut dire de saison. Allez, hein, carrément, bêtement, 4 au minimum sur Strasbourg, 18 quand même au maximum, mais c'est à Bastia, 8 à Paris, 7 à Lille, un peu frisquette quand même, 7 à Brest, et puis 10 sur le sud-ouest. On en a parlé tout à l'heure du sud-ouest. Alors, que va-t-il se passer maintenant dimanche 3 mars? De plus en plus de soleil partout en France. Oh, restera bien un petit peu de nuages quand même sur le sud-ouest, des températures stationnaires et des nuages élevés sur la Manche. Et puis, lundi 4 mars, beau soleil sur les régions du nord, mauvais temps sur le sud, avec des chutes de neige au-dessus de 2000 mètres sur les Alpes, au-dessus de 1200 mètres sur les Pyrénées, du vent autour de la Méditerranée et du mauvais temps en Corse. Mais enfin, que se passe-t-il donc? Hein? Que fait la météo? On est en droit de se le demander. Alors, demain, on fête les Saint-Charles le Bon. Le soleil, il se lève à 7h33, il se couche à 18h34, mais il va nous faire 4 minutes de plus. C'est pas agréable ça. Très bonne soirée à tous. Devant France 2, demain matin, thé au café avec Catherine Sellac et Valérie Alexandre. À bientôt, merci. Darty, le contrat de confiance. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds. Hollywood chewing gum.
joue de blancheur, des dents blanches pour un sourire éclatant. J'ai beau chercher, mais plus rien. J'ai beau chercher dans les rues, mais quand c'est en bas, tu sais, dans le temps. Downtown, things will be great when you're downtown. I'll find a place for sure. Downtown, everything's waiting for you. Navette Eurotunnel, la Grande-Bretagne en version très originale. 0810 682 682. Voici Grande Moto de compétition, la première collection de modèles réduits des motos des plus grands champions. Réalisés en métal injecté avec un niveau de détail jamais égalé, ces modèles réduits sont les répliques exactes des originaux. Accompagnés d'un fascicule détaillé, Grande Moto de compétition est une extraordinaire collection. Le numéro 1 avec la Honda championne du monde 98 et son fascicule, 4,50 € seulement. Altaïa. Eh, dites, ça vous donne pas faim de les voir manger? Bon, bah, allez, on y va. Vous savez, tous ces bons grains qu'on leur donne, là, tous ces champs, c'est ça qui donne les bons poulets que vous aimez? Moi, je voudrais que le poulet donne que des cuits. Moi, que du blanc. Ah, bah alors là, je connais quelqu'un qui peut vous mettre d'accord. Les meilleurs morceaux des fermiers de Loué, le bon goût partagé. Devinez ce que je vous ai préparé. Pour une vie plus facile, point route avec Azur Assurance. Bonsoir à toutes et à tous, et ben ça y est, c'est parti, la semaine est terminée, le week-end est là et ça ne signifie pas forcément d'ailleurs des vacances pour tout le monde parce qu'il y aura beaucoup de retours, bien sûr c'est la fin des vacances pour la zone C et également pas mal de départs, ce sont les prévisions de bison futé, ça va être orange un petit peu partout. On va regarder d'abord les prévisions, c'était pour aujourd'hui, de bison futé pour quitter la capitale. Regardez, il y a encore beaucoup de bouchons, notamment du côté du salon de l'agriculture, vous le savez, sur la nationale 118 mais en direction de Paris, et puis un petit peu sur l'A6, il y a eu quelques accidents, donc ça bouchonne pas mal. En ce qui concerne le reste de la France, regardez, il n'y a pas grand chose à vous montrer, il n'y a pas de bouchon. Un petit peu, allez, sur le boulevard périphérique de Lyon, du côté de Villeurbanne, il y a quelques ralentissements, mais c'est pas bien méchant. Par contre, il y a une coupure d'axe, la nationale 137 au nord de Rennes, à hauteur de la Mézières, pendant à peu près encore 1 heure, pas de grosses conséquences sur la circulation, mais on vous le signale quand même. Et une autre fermeture, c'est le pont d'Aquitaine, fermé dans 1 heure à 22 h jusqu'à demain 15 h. Donc si vous voulez aller surfer du côté de la Cano par exemple, vous prenez la nationale 230, vous faites un grand tour, ou alors mangez une petite douzaine d'huîtres au Cap Ferret, voilà, il faudra faire le détour et ne pas passer demain jusqu'à 15 h par le pont d'Aquitaine. On va rentrer maintenant dans les prévisions de bison futé, c'est orange demain dans le sens des départs, je vous l'ai dit, il y en aura pas mal, et des retours. Regardez dans toute la France ce que ça va donner comme problème, et vous les connaissez, l'A6, le Val-de-Saône et la Rocade de Lyon. Dans le sens de la descente, ce sera plutôt en fin de matinée, dans le sens des retours, plus tard dans l'après-midi. Vous le savez maintenant, en détail, les Alpes. Ah oui, oui quand même, regardez ça, on est dans les départs, il y en aura encore pas mal, les axes que vous connaissez bien, et on va dire de 8 h jusque tard, 19 ou 20 h, et même 22 h pour la nationale 90, et dans le sens des retours, il y en aura aussi beaucoup, un petit peu moins, mais ce sera plus dense en tout cas, et toujours les axes que vous connaissez bien pour quitter Gap dans l'après-midi, le tunnel de Chamoise, Moutier ou encore Bourg-d'Oisans. Voilà en ce qui concerne les prévisions de bison futé pour demain. Bonne route, soyez prudents, rallongez les distances de sécurité. Et si ça glisse, freinez doucement. C'est un conseil vraiment à appliquer en permanence. Et on se retrouve demain avant le journal de 13 h. Excellente soirée. Point route avec Azur Assurance, bien sûr c'est Azur. Ici, dans les pâturages. Bilan, blessure par balle à l'abdomen et traumatisme crânien. Crise d'épilepsie calmée par 5 mg de Valium. Le pouls est de 140. La tension est de 7,3. Il est dans le coma. Dites au docteur Morales que c'est Doc. Hey, il se réveille. Doc, c'est Carlos, tout va bien. Tu es en route pour l'hôpital, une équipe de spécialistes va s'occuper de toi. Attends, qui est au volant? Je veux le savoir. Je vais prendre le volant. Et moi, je vais rester à l'arrière avec toi. Je préfère, tu conduis très mal. Je t'aime, moi aussi. Au revoir, ma chérie. Émilie? Oui. Elle a dit qu'elle était ravie d'apprendre que j'allais bien. Je te l'avais dit, elle est géniale. Venez, on va vous examiner aux urgences. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut aller manger un poulet chinois quand ce sera fini? Arrête, Bosco, ça suffit avec ce poulet. Sergent Christopher, le capitaine requiert votre présence sur le champ.
Il était fâché? Au début, non, mais maintenant, oui. Eva, t'as vu ça? France 2 vous donne rendez-vous avec Tuan, orthopédie au quotidien. Le stress est permanent. D'autres infirmières peuvent se mettre à pleurer ou craquer à un moment donné parce que c'est devenu trop fort. Eh ben, je sens ma tension qui monte, je sens, ça me fait une pression, puis ça monte, j'ai chaud. Hypertension, dépression nerveuse, élan suicidaire, comment lutter contre les conséquences de plus en plus néfastes du stress au travail? Vous inspirez profondément et vous soufflez bien à fond. Le stress au travail, reportage et témoignages avec Martine Alain Regnault et Laurent Broumède dans Savoir Plus Santé, demain après-midi, en direct sur France 2. Tout de suite, dès l'application, il y avait une douceur qui était inhabituelle. Il y a quelque chose de profond qui s'est passé à l'intérieur, parce que j'ai l'impression que la manière dont ils sont nourris, ça vient de loin. Puis hop, ça se remet en place tout seul. J'aime bien les sentir sous mes doigts, j'aime bien les sentir glisser. Le nouveau shampoing Dove apporte à vos cheveux une hydratation imbattable en toute légèreté. Les garçons me disent, bon, t'es jolie, mais ils savent pas trop à cause de quoi. Les filles, ah, tu as fait quelque chose avec tes cheveux. Nouveau shampoing Dove, vos cheveux ont soif de beauté. Peugeot 406, conçu pour coller à la route. Kit Cré, Kit Capsule. 2 capsules de liquide prédosé pour plus de facilité. Une dissolution parfaite pour plus d'efficacité et de respect du linge. Kit Capsule, le liquide en toute simplicité. Quand la fatigue s'est accumulée, il y a Supradine, 20 vitamines, minéraux et oligo-éléments. Une cure d'un comprimé par jour pendant 20 jours vous recharge. Supradine pour vous recharger. En cas de fatigue passagère, médicament réservé aux plus de 15 ans. Gratter, essuyer. Maintenant, il y a plus facile. Sif invente les premières lingettes double face. La face verte gratte, la face blanche nettoie et fait briller. Sif double action, parce que votre maison est faite pour vivre, pas seulement pour être nettoyée.
Sun 3 en 1 optimal. C'est dans une seule tablette le dosage optimal des fonctions de Sun lavage, Sun sel et de Sun rinçage pour une brillance étincelante. Sun 3 en 1 optimal, élu produit de l'année. Avec ma grand-mère, on rigole tout le temps. Alors pour sa fête, moi aussi j'ai une surprise. Dimanche 3 mars, c'est la fête des grands-mères. Un tourbillon d'images et de lumière pour atteindre les étoiles avec Verdi. France 2 présente Opéra Céleste Verdi Requiem avec l'Orchestre National et le Chœur de Radio France sous la direction de Jean-Claude Casatsu au Stade de France le 22 juin. Didier Schuller a quitté la santé après 24 jours de détention. L'ancien élu RPR, libéré sous caution, n'a pas le droit de quitter le territoire français. Le nord de la France et les inondations. Dans la Somme, les grandes marées sont moins menaçantes, mais l'eau monte dans le Pas-de-Calais, où 200 personnes ont été évacuées vendredi. Avarie de gouvernail pour le plus grand trimaran du monde. Olivier de Kersauzon fait demi-tour. L'amiral renonce provisoirement à battre son propre record dans le trophée Jules Verne. Madame, Monsieur, bonsoir. Une fois n'est pas coutume. Nous commençons ce journal par une sortie. Didier Schuller a quitté vendredi la prison de la Santé. Il y a passé moins d'un mois après son retour volontaire d'exil à Saint-Domingue. L'ancien conseiller général des Hauts-de-Seine a été libéré contre une caution de 120 000 €. Olivier Caroff. Libre, heureux et en famille. C'est en compagnie de sa fille aînée que Didier Schuller a pu savourer son retour à une vie normale, une vie mise entre parenthèses par 7 ans d'exil et 24 jours de détention. Le lieu des retrouvailles, une brasserie réputée, rendez-vous habituel du tout Paris politique et médiatique, où Didier Schuller a encore quelques amis. Bonsoir mademoiselle. Bravo. L'ancien élu du RPR a soigneusement préparé cette sortie de prison, le décor, mais aussi les mots, ce qu'il a prononcé sitôt franchi la porte de la prison de la Santé et directement adressé à Jacques Chirac en personne. C'est bien de réclamer l'impunité zéro. Ce serait mieux de venir ici, en simple visite, comme on dit au Monopoly, pour se rendre compte des immenses besoins budgétaires de cette politique. Je ne remercie pas ceux qui m'ont fait partir et qui m'ont maintenu en exil pendant 7 ans. Qui est visé, il n'en dira pas plus pour l'instant. Mais le message est, semble-t-il, bien passé. Il n'a jamais été gênant pour nous. Monsieur Schuller, il n'a jamais été gênant pour Jacques Chirac en particulier, il ne l'avait pas soutenu, il ne l'a jamais soutenu à aucun moment. Au RPR, on voit cette libération comme une preuve que Didier Schuller a négocié son retour. La polémique ne fait sans doute que commencer. Le week-end s'annonce finalement moins redoutable que prévu pour les habitants du nord de la France, menacés par les inondations. Dans la Somme, les coefficients des grandes marées sont en baisse, la météo n'est plus à la pluie. Amélioration en vue donc, même si dans le Pas-de-Calais, on a dû procéder vendredi à 200 évacuations. Le point avec Charlotte Millet. Dure journée pour ces habitants de Blandec et pour les pompiers du Boulonnais. Ils ont dû procéder à plus de 200 évacuations dans la seule journée de vendredi. Conséquence des fortes pluies de ces dernières heures, la A a débordé. L'eau atteint 1,50 m dans les rues du jamais vu. À midi et demi, il n'y avait rien. Et d'un seul coup, à la montée, c'est terminé. Non loin de là, à Limbre, cette cartonnerie est hors service. Chômage technique pour ses 400 employés. Un lycée et un collège de Saint-Omer ont aussi été évacués par mesure de précaution. L'est de Paris aussi prend l'eau. Ici, à Esbly, les nappes phréatiques sont saturées. L'eau atteint 80 cm par endroit, une quarantaine d'habitations sont isolées. C'est assez fréquent mais pas anodin, car Esbly est un indicateur pour Paris. C'est le dernier échelon qui protège la capitale des eaux. En amont, de nombreux lacs sont prévus pour accueillir le trop-plein de la Marne et de la Seine. Pour l'heure, il y a encore de la marge. Mais si l'eau continuait à monter à Esbly, Paris serait alors inquiété. Il ne reste qu'à espérer la décrue.
Elle s'est déjà produite dans la région de Sedan et dans la Somme, où l'effet des grandes marées a été compensé par un système de pompes, d'écluses et de digues. Le beau temps prévu ce week-end devrait calmer les eaux. La campagne électorale a pris de l'ampleur cette semaine. En voici 3 épisodes de ce vendredi. Jacques Chirac dans son quartier général à Paris, Lionel Jospin avec son livre à Toulouse et Charles Pasqua au Salon de l'Agriculture. Commentaire Ahmed Tazir. Le tapis rouge, c'est le QG de campagne du président candidat. Mais la porte-parole Roselyne Bachelot porte une veste rose remarquée. Et si Jacques Chirac rencontre pour la première fois ses troupes dans son QG, c'est pour bien signifier à qui veut l'entendre que la campagne est bel et bien lancée. Et d'abord, dans quel état d'esprit l'aborde-t-il cette campagne? Enthousiaste. Ouvert naturellement à un débat qui mobilise le maximum les pensées et respectueux de tous. Toujours à ses côtés, la première dame de France, mais est-ce qu'elle va s'impliquer elle aussi dans la campagne présidentielle? Vous savez bien que oui, mais à ma manière. En attendant, Jacques Chirac est toujours président et il l'affirme, il assumera la totalité de ses fonctions jusqu'au terme de son mandat. C'est dans une librairie de Toulouse qu'on pouvait rencontrer le Premier ministre candidat. Séance de dédicace de son livre. Lionel Jospin est ici sur ses terres électorales, bien décidé à supporter le choc des idées. Il faut que Jacques Chirac se souvienne qu'il a mené des campagnes. Il faut qu'il accepte que ce soit une campagne. C'est vrai que le temps de répondre, le livre de Jospin n'est pas tendre avec le chef de l'État. Même si Jacques Chirac ne l'a pas encore lu, dans son entourage, on l'a fait pour lui. Impression. Ah, c'est chiant. Mais ça, avec Jospin, on a l'habitude. C'est toujours comme ça. Autre candidat à la présidentielle, Charles Pasqua. Lui, c'est dans une salle clairsemée qu'il tenait meeting ce jeudi. C'est vrai que l'ancien ministre de l'Intérieur n'est pour le moment crédité que de 1% des voix, ce qui ne l'empêche pas de redonner sa vision de l'Europe. Contre un système qui veut uniformiser le mode de vie des Européens, qui veut nous empêcher de manger des fromages au lait cru, mais on les emmerde ici, ils ne veulent pas en manger, on s'en fout complètement. Le lendemain, passage obligé, la plus grande ferme du monde, mais Charles Pasqua l'affirme, il n'est pas allé au salon de l'agriculture pour recruter des voix. En bref, le moral des Français est en baisse. L'INSEE annonce qu'en février, il est retombé au niveau de septembre 2001. La hausse des prix et du chômage, conjuguée avec l'attentisme préélectoral, expliquerait ce coup de blues. 3 autres informations en bref, en commençant par des incidents à Bastia et à Ajaccio. Ils ont opposé CRS et défenseurs de la langue corse. Olivier Poncelet. Deuxième jour de manifestation et d'accrochage entre lycéens, étudiants et forces de l'ordre en Corse. À Ajaccio, les manifestants s'étaient rassemblés devant le commissariat pour réclamer des moyens supplémentaires afin de généraliser l'enseignement de la langue corse. À Bastia, même scénario, jet de pierre d'un côté, gaz lacrymogène de l'autre, mais cette fois le directeur départemental de la sécurité publique et un CRS ont été blessés. Tout est rentré dans l'ordre en fin d'après-midi, après l'annonce par José Rossi, président de l'Assemblée de Corse, de la création d'une commission spéciale de la langue corse. C'est un gendarme à la retraite qui a donné l'alerte. Intrigué de voir 4 hommes débarquer des sacs de 7 vedettes en dépit du mauvais temps mercredi soir, il a averti ses anciens collègues. À l'intérieur, des 11 sacs de sport retrouvés dans la forêt voisine, 400 kilos de cocaïne en provenance des Antilles d'après les enquêteurs et d'une valeur marchande de 73 millions d'euros. L'un de ces hommes a ensuite été arrêté et placé en garde à vue. Comme la plupart de ses collègues salariés de Mitsubishi, c'est par la télévision que Denise a appris son futur licenciement. En 1990, Mitsubishi avait profité de 1,7 million d'euros de subventions diverses pour s'installer en Ille-et-Vilaine. Aujourd'hui, le groupe nippon veut délocaliser sa production de téléphones mobiles en Chine. En attendant leur licenciement prévu pour la fin de l'année, les 759 salariés du site d'Étrelles se tournent vers les politiques pour trouver un repreneur à leur usine. À l'étranger, l'affrontement à distance continue entre les 2 présidents de Madagascar. Le sortant Didier Ratsirac a décrété la loi martiale, mais ça n'a pas empêché le président autoproclamé Marc Ravalomanana de présenter son gouvernement. Sur place, nos envoyés spéciaux, Éric Monnier et Bruno Giraudon. C'est sa première apparition depuis bien longtemps. Didier Ratsirac, le président sortant, devait hier s'adresser à la nation.
Seulement voilà, les émetteurs de la radio et télévision nationale sont aux mains des partisans de son adversaire, Marc Ravalomanana. Ne restait que la presse internationale pour enregistrer son message solennel. La loi martiale décrétée ici dans la ville de Tananarive. Parce que contrairement à ce qu'on veut bien faire à croire, le calme règne dans le reste du pays, même dans la province de Tananarive. Il n'y a que dans la capitale où règne cette chienlit. Comme si de rien n'était, ce matin, Marc Ravalomanana, qui s'est autoproclamé chef de l'État la semaine dernière, présentait son gouvernement. L'occasion pour son nouveau Premier ministre d'évoquer les mesures d'exception annoncées la veille. Pour nous, la loi martiale n'existe pas. En ce qui concerne l'armée, l'armée fait partie de la grande famille malgache. Elle a déclaré à plusieurs reprises sa neutralité. Nous lui faisons confiance. Loi martiale ou pas, les militants pro-Ravalomanana continuaient à faire la loi sur les barrages aujourd'hui, sous l'œil blasé des militaires, à peine plus nombreux que ces derniers jours. Tous les ordres ne viennent que de Marc Ravalomanana, notre président. Alors, s'il n'a pas dit qu'il y a un couvre-feu, il n'y en a pas, ok? La majorité des gens que nous avons rencontrés se disaient persuadés que l'armée n'utiliserait pas la force pour faire respecter cette loi martiale. De son côté, le nouveau gouverneur militaire, nommé par Didier Ratsirac, déclarait vouloir privilégier la négociation. Aux États-Unis, le président Bush a mis en place une administration parallèle au lendemain des attentats du 11 septembre, une sorte de gouvernement fantôme. C'est lui qui serait chargé de prendre le relais en cas d'attaque terroriste majeure contre Washington. Correspondance à New York de Pascal Golomer. Le Pentagone est en flammes, les blessés sont évacués. Nous sommes le 11 septembre, quelques minutes après que les terroristes ont atteint leur cible. Et dans les rues de Washington, c'est la panique. Tout le monde redoute alors une nouvelle attaque, pourquoi pas sur la Maison Blanche. Le président Bush est à ce moment en Floride, c'est là qu'il fait sa première déclaration. Le vice-président Cheney, lui, est emmené en lieu sûr. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'une centaine de hauts fonctionnaires de l'administration américaine ont dû alors rejoindre par hélicoptère 2 bunkers souterrains situés sur la côte est du pays et assurer une sorte de gouvernement fantôme 24 heures sur 24. Un plan imaginé dans les années 50 par le président Eisenhower. À l'époque, il s'agissait en pleine guerre froide de prévenir toute attaque nucléaire soviétique. Mais en septembre dernier, c'est la crainte d'une arme nucléaire portable lancée par le groupe terroriste Al-Qaïda qui aurait amené le président Bush à activer ce plan pour la première fois dans l'histoire du pays. Nous prenons très au sérieux la question de la continuité du gouvernement, parce que notre pays a été attaqué. Et je prends encore très au sérieux la menace que représente le groupe terroriste Al-Qaïda. Les fonctionnaires continueront donc de se relayer tous les 90 jours dans ce lieu tenu secret, tant que la menace persistera. L'amiral n'est pas allé beaucoup plus loin que l'Équateur. Olivier de Kersauzon a été trahi par le gouvernail de Geronimo, le plus grand trimaran du monde. Il doit donc rentrer à Brest pour réparer, au moment où son challenger, Bruno Perron, s'apprête à appareiller après avoir changé son mât. Comme quoi le trophée Jules Verne n'est pas une bataille de mâts cassés. Manuel Tissier. Demi-tour toutes. Après 11 jours de mer, Olivier de Kersauzon renonce à battre son propre record autour du monde. Alors qu'il vient de passer l'équateur avec 2 jours d'avance sur son tableau de marche, le skipper de Geronimo interrompt sa course au large du Brésil. Retour en Bretagne, le gouvernail ne fonctionne plus. On est dans la même position de quelqu'un qui a une voiture de course et qui à un moment donné ne pourrait pas tourner le volant. C'est-à-dire que c'est excessivement dangereux, donc on risque de casser du matériel. Kersauzon veut réparer et repartir aussitôt, comme va le faire Bruno Perron, son concurrent. Le catamaran orange de l'aîné des frères Perron a retrouvé son mât. Son équipage va s'élancer demain matin à l'assaut du record, mais sans se réjouir des malheurs de l'amiral. On pense vraiment à eux parce qu'on est passé par là et c'est quelque chose qui est assez dur à vivre. Donc même si le duel n'était pas l'essentiel de cette aventure, parce que l'essentiel est la conquête du Jules Verne, on ne peut pas occulter le fait que d'être à 2 dans la même histoire, c'est plus joli. Orange était resté une demi-heure en course lors de sa précédente tentative il y a 2 semaines. Pour battre le record, il faudra faire mieux et boucler le tour du monde en moins de 72 jours. France-Angleterre de rugby, c'est l'événement sportif de ce samedi et c'est en direct sur France 2 vers 14h30. Il y aura du beau monde au Stade de France.
Jacques Chirac et Lionel Jospin seront tous deux dans la tribune présidentielle. Quant aux Bleus, ils devront faire oublier la déroute de l'an dernier. Julien Beaumont. Des séances à rallonge pour le 15 de France à Clairefontaine. Un entraînement musclé pour se hisser au niveau de l'Angleterre, une équipe que beaucoup considèrent comme l'une des meilleures au monde. Personne ne ménage ses efforts car demain, il faudra faire le poids. Encore une fois, il va y avoir un gros combat et beaucoup d'agressivité pendant 80 minutes. Et c'est vrai que ça va être le match, pour nous, le match de l'année. Des Anglais impressionnants depuis le début du tournoi. Face à l'Écosse, ils gagnent avec 26 points d'avance. Contre les Irlandais, ils s'imposent avec 34 points d'écart, de quoi s'extasier sur la méthode anglaise. Ils ont mis en place des choses très structurées depuis 5 ans. Et donc ils ont eu des échecs au début, mais ils savaient où ils allaient, ils savaient ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, ils tirent la quintessence de leur politique sportive. Moi, je dis bravo, tout simplement. Rien à voir avec le discours de l'entraîneur un an plus tôt. Oh, les Anglais, c'est vrai que bon, on les aime pas trop. On dit souvent ils sont arrogants, mais il lâche rien. Et ils n'ont rien lâché. C'était le 7 avril dernier. La France est battue 48-19 avant de renaître face à l'Afrique du Sud. Ce souvenir est plus ou moins effacé par la tournée qui a suivi au mois de juin où une autre équipe a été mise en place et il y a eu une sorte de cohésion que l'on a retrouvée entre nous. 2 matchs, 2 victoires. Voilà les statistiques de l'équipe de France dans ce tournoi Destination. Sur le papier, la France est donc au même niveau que l'Angleterre, mais ce n'est que sur le papier. On termine par un défilé, plusieurs défilés même. C'est la semaine de la mode à Milan. Milan qui rivalise avec Paris auprès des élégantes. Voici la collection italienne automne-hiver 2002-2003. Eve Bartoli. Fourrure, imprimé léopard et bustier écossais, le créateur Rocco Barocco n'a pas peur du mélange des styles. Les jupes se portent sur le pantalon et ce sont les hauts qui font la différence. Si le final est tout en noir et transparence, la mariée, elle, détonne en jean et en blanc. Vous l'aurez bien compris, le noir est à l'honneur pour les défilés automne-hiver 2002-2003 à Milan. Et ce n'est pas Alessandro Dell'Acqua qui vous dira le contraire. Pour contraster un peu, quelques robes en jersey se sont invitées au défilé. Chez Moschino, le look petite anglaise des années 70 fait fureur. Avec leurs jupettes d'écolière et leurs imprimés à fleurs, c'est très cheap and chic. Portrait de femme chez Gattinoni. En cuir, la jeune rebelle. En blanc, la désinvolture de l'adolescence. Et enfin, la femme qui s'affirme. En résumé, les défilés à Milan, ce pourrait être finale en noir, mariée en blanc. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, pour le moral des gens du Nord, la météo de Patrice Dravet. Bonne nuit à tous. Salut à tous. Oh là là, à quelle vitesse le temps passe, on est déjà le 2 mars. Le 2 mars. Et puis les temps changent aussi. Et le temps change. Regardez ce qui va se passer tout à l'heure au lever du jour. Donc, en ce samedi 2 mars 2002, belles éclaircies sur le nord du pays, en revanche sur le sud, épouvantable. Passage nuageux, des chutes de neige sur les montagnes, que ce soit les Pyrénées, le Massif central, les Alpes.